Europe 1. Le journal vous est apporté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cette fois, la menace ne s'appelle pas Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon. À 5 jours du premier tour des législatives, la majorité présidentielle s'inquiète de la poussée de la gauche version NUPES. Témoin les résultats enregistrés chez les Français de l'étranger. Si la Macronie est arrivée en tête, les mélenchonistes se sont qualifiés pour le deuxième tour dans 10 circonscriptions sur 11. Pire, plusieurs sondages laissent entendre qu'Emmanuel Macron pourrait hériter d'une majorité peau de chagrin à l'Assemblée au lendemain du 19 juin. Arthur Delaborde, le chef de l'État, va donc reprendre la main. Oui, Emmanuel Macron veut mobiliser en allant au contact dans les territoires. Après avoir insisté la semaine dernière sur la santé et l'éducation, il veut continuer à incarner les priorités de son quinquennat, confie un de ses collaborateurs. 2 déplacements sont donc prévus demain et en fin de semaine pour d'abord rappeler son engagement en faveur de la jeunesse, mais aussi parler de la sécurité du quotidien, en particulier dans la ruralité et dans les zones périurbaines. Le chef de l'État veut aussi expliquer sa nouvelle méthode et démontrer que la création d'un Conseil national de la refondation qu'il a annoncé ce week-end constitue un réel changement d'époque. Les oppositions se moquent de cette idée, mais elles ne proposent rien pour que les politiques publiques fédèrent le plus grand nombre, tacle un poids lourd macroniste. Dans cette dernière ligne droite, selon son entourage, Emmanuel Macron devrait également se livrer à de nouvelles attaques frontales contre Jean-Luc Mélenchon. Il faut que les Français comprennent que sa politique serait autoritaire, dangereuse et mènerait le pays à la banqueroute, insiste un conseiller qui estime que cette rivalité avec le leader insoumis peut se révéler être un atout pour mobiliser l'électorat. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. On en vient à cette affaire qui prend un tour politique suite à ces tirs de policiers sur une voiture à Paris samedi. Les 3 fonctionnaires seront déférés aujourd'hui au parquet. Ils devront expliquer les raisons qui les ont conduits à ouvrir le feu sur cette voiture qui refusait de s'arrêter. Le conducteur a été blessé, mais sa passagère est morte. Les 3 policiers ont passé la nuit en garde à vue. Le traitement qui leur est infligé révolte leur avocat, maître Laurent Franck-Liénard. Il était l'invité de Laurence Ferrari sur le plateau de Punchline hier soir. Ils sont toujours en garde à vue, je suis allé les voir, on a eu un entretien avec eux et ils étaient en cellule. Ils étaient en cellule, ils n'avaient plus de ceinture, ils n'avaient plus de lacets à leurs chaussures. Ça me révolte parce que ce sont des policiers qui, au quotidien, essayent d'assurer la sécurité et la paix publique, qui sont obligés d'utiliser leur arme dans une scène qui dure quelques secondes et scène pendant laquelle leur intégrité physique est vraiment mise en jeu. Ils ont failli mourir et ils se retrouvent en cellule, ils ont dormi dans une cellule, ils vont dormir ce soir à nouveau en cellule, comme si c'était les derniers des délinquants. Alors, ils acceptent totalement le jeu normal des institutions, c'est-à-dire qu'ils répondent aux questions, ils participent aux enquêtes, mais ils sont effondrés. Ils sont effondrés d'abord par ce qu'ils ont vécu, par l'agression dont ils ont été victimes, par les tirs qu'ils ont été contraints de faire. Ils apprennent que demain, ils vont être déférés, ils vont voir un juge. C'est extrêmement difficile. Maître Laurent Liénard avec Laurence Ferrari, le syndicat Alliance annonce de son côté son intention de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon après une série de déclarations sur Twitter. Le leader de la France insoumise a notamment dénoncé une police qui tue et applique la peine de mort. Alors quel est le calcul politique derrière cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon? Rendez-vous à 8h-10 avec l'édito politique de Nicolas Bétou. Une mystérieuse affaire. Elle est en train de répandre la psychose dans tous les lieux festifs du pays. C'est ce phénomène des piqûres en soirée. Un homme d'une vingtaine d'années est en détention provisoire à Toulon. Il est soupçonné d'avoir piqué un agent qui assurait la sécurité d'un concert. Festival, boîte de nuit ou même bar, les agressions à la seringue se multiplient, même s'il est difficile de faire la part des choses entre psychose et réalité. Une certitude, Gladys Laffitte, c'est le nombre de plaintes déposées, plus de 450 en 3 mois. Ah oui, un chiffre important, même si la réalité du phénomène est difficile à quantifier. D'abord parce que toutes les personnes qui disent avoir été piquées ne vont pas forcément déposer plainte. Ensuite parce que les enquêtes ouvertes ne sont pas regroupées au niveau national. Cela les rend complexes pour les policiers. Aussi parce que le GHB, par exemple, est quasi invisible si les prélèvements sanguins ne sont pas faits rapidement. Il a été détecté dans seulement 2 cas pour le moment. Enfin, même si le mode opératoire reste souvent similaire, il n'y a pas nécessairement un auteur ou un groupe criminel, ni de motivation avérée, selon un enquêteur. La surveillance est en tout cas accrue jusque dans les boîtes de nuit, où des descentes anti-piqûres sont faites, comme dans la Loire par exemple. À Toulon aussi, ce week-end, un homme suspecté d'avoir piqué une vingtaine de personnes lors d'un événement a même été repéré par les forces de l'ordre. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. La colère de l'hôpital public, journée de mobilisation aujourd'hui des
des soignants à l'appel de 9 syndicats et plusieurs collectifs. Principale revendication, une hausse des salaires et des effectifs. Il manque 60 000 infirmiers au plan national. 120 services d'urgence fonctionnent déjà au ralenti, faute de personnel suffisant. Allez, nous partons aux États-Unis. C'est une accusation rare, mais tout aussi sérieuse. 5 militants d'extrême droite sont inculpés de sédition dans l'enquête sur l'assaut du Capitole. La justice américaine les soupçonne d'avoir fomenté un complot contre le gouvernement ou une de ses lois. Il s'agit ici bien sûr de la tentative de prise de contrôle du Capitole au début de l'année dernière. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Parmi ces 5 séditieux, on trouve une figure très importante de l'extrême droite. Oui, un complot organisé et coordonné par leur leader Enrique Tarrio, absent de Washington le 6 janvier. Il supervisait ces hommes présents devant le Capitole depuis le Maryland voisin. La veille des émeutes, il a rencontré dans un garage de la capitale le chef des Oath Keepers, une milice d'extrême droite dont 10 membres ont également été inculpés pour sédition en janvier dernier. L'acte d'accusation met en fait en lumière les messages que se sont envoyés les membres des Proud Boys dans cette période entre la présidentielle de novembre 2020 et début 2021. Des échanges sur des messageries cryptées où ils parlent de révolution, où circulent des plans pour occuper les bâtiments fédéraux de Washington ou encore des cagnottes pour faire venir le plus de monde possible dans la capitale. Les Proud Boys, les garçons fiers en anglais, ont toujours affiché leur soutien à Donald Trump. C'est un groupe d'extrême droite, masculiniste, raciste et homophobe. Prochaine étape, jeudi, la commission d'enquête parlementaire sur le 6 janvier présentera, elle, en public, ses premières conclusions sur le rôle qu'ont joué l'ancien président et ses proches dans cette tentative de faire annuler le résultat des élections. Et toujours aux États-Unis et en plein débat sur le port d'armes, on apprend qu'un enfant de 2 ans a tué accidentellement son père d'une balle dans le dos en Floride. L'arme se trouvait dans un sac posé à même le sol lorsque le garçonnet s'en est saisi avant de tirer sur la victime qui jouait à un jeu vidéo devant son ordinateur. Allez, le football, match nul entre la France et la Croatie hier soir. Deuxième journée de la Ligue des Nations, un but partout face aux Croates. Il y a du mieux après la défaite concédée vendredi face au Danemark, mais on est encore loin d'avoir vu la grande équipe de France, Cyril de la Morinerie. Oui, dans un stade de Split surchauffé, les Bleus ont enregistré un deuxième match de suite sans victoire. Pourtant, c'était nettement mieux que vendredi dernier. Il faut dire que Didier Deschamps avait totalement remanié son équipe. Il y avait seulement 2 champions du monde au coup d'envoi. Presnel Kimpembe, le capitaine très solide, et Benjamin Pavard. Les stars Mbappé et Benzema étaient sur le banc. Des Bleus très entreprenants, bien servis par Ben Yedder. Adrien Rabiot a marqué son 2e but en sélection. Mais un pénalty concédé par Jonathan Klaus a coûté la victoire aux Français. Et Mike Maignan a réalisé 2 parades déterminantes en fin de rencontre. Le sélectionneur espérait mieux. Le résultat amène des regrets, même si notre fin de match a été beaucoup moins cohérente que ce qu'on avait fait pendant 80 minutes. J'aurais préféré qu'il y ait le résultat au bout, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de positif. Avec un seul point au compteur de cette Ligue des Nations, les Français n'ont plus le droit à l'erreur. S'ils veulent conserver leur titre, ils joueront vendredi en Autriche avec l'objectif de renouer avec la victoire et toujours de préparer la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Merci Christophe Lamar. À suivre.